BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et un grand merci d'être toujours là, fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech sur 01 TV, la chaîne, sur le web, bien sûr sur YouTube, sur 01net.com et le dimanche matin sur BFM Business à la radio et à la télé. Et bien maintenant, je suis ravi d'accueillir dans ce studio et bien pour parler un petit peu de son parcours, Taïg Chris. Bonjour Taïg. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors avec Taïg, on se connaît, c'est pour ça qu'on se tutoie, parce que ça fait des années que l'on se côtoie dans les studios. Taïg, vous le savez, est un personnage étonnant que j'avais très envie de recevoir dans De quoi je me mêle, surtout qu'il a une actualité, il va nous en parler dans un instant. Taïg Chris, bien sûr, vous le connaissez, c'est le sportif de haut niveau qui nous avait fait plein d'émotions en 2010, en mai 2010, lorsque tu avais sauté du premier étage de la Tour Eiffel. Exactement. En skate. En roller, ouais. Exactement. Et les X-Games pendant de longues années. Les comme X-Games, enfin voilà, derrière. C'est quand même incroyable. Si c'était à refaire, tu le referais aujourd'hui ou pas, Oui, je le referais, parce que c'est vrai que c'était un moment magique, j'étais comme une sorte de gladiateur moderne. Il y avait un tel échange avec le public, il y avait 100 000 personnes qui sont venues c'est dingue, ça a été à retransmis. la Tour Eiffel, ça a été retransmis dans le monde entier. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi importants, mais malgré ça a été vraiment transmis dans les médias du monde entier. Et l'année d'après, j'ai fait au Sacré-Cœur, où c'était un vol comme au-dessus de Paris, mais c'est clair que ce saut est juste incroyable. C'est un des moments les plus forts de ma vie. Et après, il y a eu la carrière, c'est vrai, de sportif, de compétition, qui était pas mal aussi. Oui, après tu as fait de l'événement, enfin tu as fait plein de choses. Enfin, la carrière d'un sportif qui, au bout d'un moment, évolue en quelque sorte, parce Exactement. que voilà. Elle a déjà évolué avec toutes les émissions d'aventure que j'ai présentées. J'avais tu as été aussi émissions. Présentateur d'émissions de télé. Après, il y a eu les autres émissions auxquelles j'ai juste participé, comme les Koh-Lanta, les Pékin Express, les Danses avec les Fort Boyard. T'as un peu tout fait. Mais puis, surtout, j'ai eu des accidents. Et il y a 6 ans, quand j'ai eu un accident, c'est là où j'ai commencé à me dire, je peux pas rester dans le sport toute ma vie. C'est le moment de faire une bascule dans le monde de l'entrepreneuriat, et pourquoi pas dans la tech, malgré que j'y connaissais rien. C'est ça. C'était ma deuxième vie, quoi. Il y a 6 ans, tu t'es dit, voilà, ça y est, la boucle est bouclée. Il va falloir que je pense au futur. Comme beaucoup de sportifs. Tu avais quel âge à l'époque J'arrivais à la quarantaine. À la quarantaine, voilà. J'avais tout s'effondré. J'arrivais pas à remonter des nouveaux records. Je m'occupe toujours de mes parents depuis plus de 25 ans, donc j'avais la responsabilité financière. Clairement, avec du roller, c'est pas le foot ou le tennis, donc on gagne pas suffisamment d'argent pour vivre toute sa vie. Et en plus, j'avais envie de changer d'univers, et le monde de la tech me passionnait, même si j'y connaissais rien. Et je me suis dit, allez, je démarre une nouvelle vie en bas de l'échelle dans cette industrie. Mon Dieu, ces images qu'on voit derrière, ça c'était... C'était incroyable. Incroyable. J'avais 4 jours pour apprendre à marcher sur un fil et traverser le Grand Canyon. C'est dingue. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut faire le parallèle entre des records et on va dire le courage que tu as à faire tout ce que tu as fait dans ta vie de sportif, et puis le courage entrepreneurial, parce que finalement, il y a pas mal de points communs. Le fait de te dire, il y a 6 ans, je vais changer de vie, je vais changer d'univers professionnel et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et dans la tech, alors que tu l'as dit toi-même, tu n'y connaissais rien. Quel niveau tu avais dans la culture tech ? Tu es geek ou pas d'origine, ou pas forcément ? Je n'étais pas forcément geek, j'aimais bien ça, mais j'avais vraiment aucune formation, aucune technique, et je n'étais pas spécialement geek, mais ça me passionnait, et j'aime dans une vie vraiment tourner les pages et changer de vie, quoi. J'ai pas envie, même j'aime beaucoup le monde des sports extrêmes et du roller, mais maintenant d'être dans la tech, je rencontre des gens différents, de milieux différents, et c'est agréable de pas uniquement avoir cette casquette de sportif. Et donc c'était dur, parce que je me suis lancé dans les télécoms, et c'était pas simple. Le monde des télécoms est très régulé, etc. J'ai eu des hauts et des bas, il fallait que j'apprenne sur le tas. Mais au final, j'y suis arrivé, en tout cas sur la première boîte qui s'appelle On-Off, parce que maintenant on est rentable, on est 60, on a fait plus de 10 millions de CA l'année dernière, on a échangé près d'1 milliard de SMS, j'ai inventé des brevets dans les télécoms, j'ai levé 20 millions d'euros, donc plein de trucs super sur cette première boîte. On va rentrer dans les détails de On-Off dans un instant, mais revenons encore un petit peu en arrière, Taïg. Tu te dis, je veux devenir entrepreneur.
je vais me lancer donc dans la tech. Comment t'es venue cette idée? Déjà, de te lancer dans la tech, parce que tu aurais pu faire plein de choses. Tu as été dans l'événementiel, par exemple, aussi. Bien sûr. Comment tu t'es dit, voilà, la tech, c'est quelque chose que je vais creuser parce que je pense qu'il y a un potentiel? Alors, en fait, comment j'ai fait? C'était simple, c'est que sur mon lit d'hôpital, j'ai écrit une sorte de formule magique à 8 points, et je me suis dit, ma nouvelle vie doit rentrer dans ces 8 points. C'était clairement choisir une industrie qui est une des plus grandes au monde. C'est pour ça que j'ai choisi Télécom. Je me rendais compte que même en étant le premier en roller, j'étais moins bien payé que le millième footballeur. Après, je me suis dit, il faut que j'ubérise cette industrie, que je sois propriétaire de ma marque, que je vende le même produit dans le monde entier, que je choisisse une industrie où il y a une distribution tout de suite mondiale, que ce soit un produit digital, que j'invente quelque chose qui n'existe pas. Voilà, j'ai rassemblé un certain nombre de points, et donc j'ai commencé à rêver, à essayer d'imaginer quelque chose dans les télécoms. Et ce que j'ai imaginé, c'était tout simple, c'est de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud, nos mails sont dans le cloud, nos fichiers avec Dropbox, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix. Pourtant, notre 06, notre numéro de mobile, lui, est coincé dans une carte SIM plastique. Et ma vision, c'était de me dire, les télécoms du futur, le numéro de mobile sera virtuel comme une adresse mail. Et puisqu'il sera virtuel, on pourra en avoir 2, 3, un numéro temporaire, un numéro américain, etc. Et donc, je suis parti de la vision sans rien connaître, et je me suis battu pour qu'elle devienne réelle. Mais donc, tu étais sur ton lit d'hôpital, tu avais tes 8 commandements, en quelque sorte. Exactement. C'est étonnant, parce qu'en plus, le monde des télécoms est un monde où on peut gagner beaucoup d'argent aussi. Bien sûr. C'est l'idée une des raisons aussi pour laquelle je l'ai choisi. Bien sûr, et quand on devient entrepreneur, l'idée aussi, c'est d'avoir un business, on va dire, assez costaud. Mais cette idée de deuxième numéro, alors on va rentrer dans les détails de on-off, mais cette idée d'avoir un deuxième numéro de téléphone sur le même téléphone en ayant une seule carte SIM ou même pas de carte SIM du tout, parce que c'est ça la particularité de on-off. Ça, c'était quelque chose que toi-même tu as pensé, tu as créé, ou c'est en discutant avec des potes ou avec de la famille? Non, bien sûr, j'ai complètement pensé à ça. Déjà, j'en avais besoin parce que j'avais des amis dans différents pays, j'avais envie d'avoir un numéro différent, un numéro américain, etc. Mais clairement, je me suis dit, je vais mettre le numéro dans le cloud, et c'est moi qui je suis parti de cette vision et de cette idée. Et c'est vrai, comme tu le dis, pour rappel, ce que fait on-off, globalement, c'est simplement aujourd'hui une application mobile téléchargeable sur l'Apple Store ou le Google Store qui permet en un clic d'avoir un deuxième 06. Donc si on veut vendre sa voiture sur le bon coin, on n'est pas obligé d'acheter une deuxième carte SIM. On veut, je sais pas, un numéro professionnel qu'on met off le week-end, le soir et les week-ends. Et ben l'application vend pour 3,50 € un deuxième numéro mobile qui fait appel, SMS illimité, etc. par mois. Et on l'a instantanément. On peut même se créer un deuxième WhatsApp avec. Sans avoir une deuxième carte SIM. Exactement. C'est ça la particularité de on-off. Exactement. Et je vais avoir un numéro traditionnel. Exactement. Et la personne qui va m'appeler ne saura même pas que je suis... Sûr. Voilà, c'est un vrai numéro. Et on peut en avoir 3, on peut en avoir 4. Et maintenant, pour les entreprises, ce qui est juste extraordinaire, c'est que les salariés peuvent prendre des flottes de numéros le manager peut prendre des flottes de numéros pour tous les salariés et attribuer 500 numéros en un clic et leur donner accès et leur retirer accès, etc. Et manager toute la flotte de numéros. Non, c'est vraiment magique. Ça fait quelques années que on-off existe. Exactement. Comme tu disais, tu as traversé des hauts et des bas. On va revenir bien sur ces dernières années, sur la pandémie aussi, parce que je sais que on-off a été très actif aussi pendant cette pandémie. Mais auparavant, la création en fait de cette entreprise et de cette technologie, tu disais que tu n'y connaissais rien. Tu sors de l'hôpital, tu avais ton idée, etc. Comment ça s'est passé après ? Comment ça s'est passé ? J'ai fait 3 choses. J'ai fait un business plan, je savais le faire moi-même. J'ai fait un dossier de présentation d'une centaine de pages où je montrais la vision, que je savais faire moi-même, pareil, avec du design. Donc ton idée était actée ? Mon idée était actée. En fait, mais tu en avais parlé à des spécialistes des télécoms ou pas ? Non, mais je suis un rêveur et en fait, je crois, en tout cas, j'ai cru en cette vision. Je me suis dit, mettre le numéro dans le cloud, si techniquement et légalement c'est possible, ça sera une révolution. Ça ne peut pas ne pas marcher. Avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable, les gens le voudront. Donc j'avais pas besoin de faire de business, d'études de marché ni quoi que ce soit. Je savais que c'était qu'une histoire. C'est-à-dire qu'il allait avoir un coût de développement. Voilà, un coût de développement. Alors j'avais aucune idée des coûts, j'avais aucune idée des difficultés. Donc une fois que j'avais fait cette présentation, j'ai d'abord cherché un chef architecte télécom que j'ai embauché à la journée avec le peu d'argent que j'avais. Donc et là tu lui dis voilà mon idée. Voilà. J'aimerais créer un deuxième numéro dans le cloud. Exactement. Donc il m'a mis les contraintes. Regardé comment ?
Ah, il a trouvé l'idée hyper intéressante, D'accord. mais il m'a dit, par contre, c'est très très compliqué, très coûteux, il faut des millions d'euros, des années, etc. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à chercher des fonds. J'ai réussi à convaincre tout mon entourage. J'ai convaincu 130 personnes qui m'ont donné tous un peu d'argent. Avec tous ces 130 personnes, j'ai rassemblé 10 millions d'euros. Et avec ces 10 millions d'euros, j'ai pu embaucher tous les experts réellement et devenir en quelque sorte leur patron, qui n'y connaissait rien. Mais vu que j'avais ces experts, c'était comme mes profs. Et donc, j'apprenais au Bien jour sûr. le jour. Et puis toi, ta vision, elle était droite. Tu savais où tu voulais aller. Exactement. Et finalement, 4 ans après, des vrais fonds d'investissement sont rentrés. Le régulateur télécom a fait évoluer la loi en France dans les télécoms. Donc, plein de choses extraordinaires. Parce que dès le départ, là-dessus. tu avais quoi comme obstacle lorsque tu as eu cette idée-là? Au-delà de l'obstacle technologique, ça a été compliqué à mettre au point? Technologiquement, c'était extrêmement compliqué. Régulatoirement, c'était extrêmement compliqué aussi parce qu'on n'était pas illégal, mais la loi n'avait pas été adaptée avec ce genre de technologie. La loi avait été écrite il y a 30 ans. Et donc, on a eu, et c'est logique, le régulateur qui a commencé à avoir un peu peur. Les numéros téléphones mobiles sont des ressources rares. On ne les donne pas à n'importe qui. Il y a tout ce qui est régulation, faire les réquisitions judiciaires, la portabilité. Donc, il y a eu des années il de fallait que tu galère. sois compatible avec tout l'univers des Exactement, télécoms, il a bien fallu sûr. se connecter par SMS et par voix sur tous les opérateurs dans le monde, prendre les licences télécom, respecter pays par pays. Je veux dire, au début, j'avais levé 1 million d'euros, je me suis dit avec 1 million d'euros, je suis large. Finalement, ça m'a coûté près de 20 fois plus, quoi. 20 millions en tout? Bah, là, aujourd'hui, on a... Le développement global de la solution, Ah oui, largement 20 millions. 20 millions d'euros, Ah oui. pour créer donc cette idée Cette application que qui tu as eue permet- sur ton lit. sur mon lit d'hôpital. C'est dingue. Mais je savais tout de suite que ça allait être incroyable. Mmh. Je me rappelle, j'étais sur ce lit d'hôpital avec les médecins et je leur disais, j'ai une idée, j'ai un chef architecte qui est en train de vérifier si c'est possible. Si c'est possible, ça va changer ma vie. Et je leur disais déjà, j'étais tout seul. C'est dingue. J'avais Il pas devait levé dire, d'argent, bon, lui, etc. l'anesthésie, ça s'est mal passé, les gars. Il va Exactement. falloir recommencer, je pense. Ah ouais, non, c'était très marrant. Donc, 20 millions d'euros plus tard, on-off aujourd'hui Et rentable. est rentable. On double le chiffre d'affaires chaque année. On a Juste une inventé petite des question. Est-ce que brevets. tu dans la progression en fait de cette idée et de la faisabilité de tout ça, il y a eu des obstacles donc technologiques, la régulation. Est-ce que les opérateurs aussi t'ont pas mis des bâtons dans les roues? Non, Parce que ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues, mais au début... tu es quand même un concurrent en fait aussi Non, des pas tout à fait, opérateurs. parce que maintenant je suis un service à valeur ajoutée et je travaille avec eux. Il y a Bouygues par exemple en ce moment qui vendent mon service sous la marque On-Off dans tous les points de vente Bouygues. Et Non, sur mais ça leur site fait autant de cartes SIM en moins finalement. Oui, oui et non, parce que ça leur fait aussi de nouveaux clients avec une solution innovante où ils vendent un nouveau service, etc. Mais finalement, les opérateurs m'ont vu dès le début, ils m'ont rencontré dès le début, ils m'ont dit ton idée est super, mais globalement, le sous-message c'était de dire si tu meurs rapidement, ça nous arrange parce que rien ne change, et si tu grandis, eh ben là, on travaillera ensemble. Donc, ils ont gardé le D'accord. dialogue. Ils m'ont jamais mis des bâtons dans les roues. Et Ils ça, ont attendu de voir que tu mûrisses en quelque sorte. Exactement, parce que les gros travaillent qu'avec les gros. D'accord. Et là, on a plein de nouveaux partenariats. On en annoncera un prochainement qui est assez incroyable. Donc, on garde un peu un secret, mais vraiment, On-Off va devenir une énorme boîte. On est en discussion avec des levées de fonds juste gigantesques en ce moment, même si on n'en a pas besoin puisqu'on est Combien de rentable. clients aujourd'hui sur On-Off? Alors, on ne communique pas sur le nombre de clients, mais globalement, sur les échanges de SMS, on en a 60 millions par mois. Ça donne un ordre de grandeur. D'accord. Et donc, rappelons le Et concept. plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, etc. On télécharge l'appli On-Off et on peut se créer très facilement un deuxième numéro Exactement, de on appuie téléphone sur son portable. qui fonctionnera comme le premier, c'est-à-dire que le téléphone va sonner, Il on va recevra sonner, des SMS. MMS, on peut même Mais les se créer SMS arrivent dans l'appli On-Off. dans l'appli On-Off, exactement. Ils n'arrivent pas dans l'app. Non. Enfin, dans le device. l'enclave SMS, on va Non, dire. exactement. Et évidemment, on Et peut pourquoi annuler le ça, numéro. c'est pas possible? Parce que On va voir si tu as bien révisé avec ton chiffre opérateur. le transfert de SMS est quelque chose qui n'a jamais été implémenté. C'est pour ça que la validation par SMS est encore un des trucs les plus sécurisés pour valider des systèmes bancaires, parce que le transfert de SMS n'existe pas dans la technologie télécom. D'accord. Voilà, C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fraude et avec ces systèmes de validation par SMS, parce que quelqu'un ne peut pas rerouter un SMS sur un autre device, ça vient automatiquement sur la SIM. Et alors, ce que tu disais aussi, c'est que je peux créer un numéro WhatsApp.
Oui, c'est un vrai numéro, donc on peut se créer un compte WhatsApp avec. D'accord, donc là j'ai un double compte WhatsApp sur mon téléphone. Exactement, c'est possible. Exactement. Alors, donc On-Off aujourd'hui, ça marche, avec plein de projets voilà, et qui je continue arrivent. à gérer la boîte super bien, quoi. Je veux dire, je suis toujours le président, etc. Ouais. Mais en parallèle de ça... Il y a Album, on va en parler dans un instant, on a encore quelques exactement. minutes, mais juste une dernière question sur ce qui s'est passé en 2020. Taïg, il y a eu cette pandémie. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de compliqué au niveau entrepreneurial, ou est-ce que finalement, eh bien, comme beaucoup de boîtes tech, ça a été en fait une accélération de ton business? C'est toujours compliqué parce qu'on a eu des peurs un petit peu financières au début en voyant la pandémie. Il a fallu restructurer les équipes avec du télétravail, etc., etc. Mais finalement, businessment parlant, nous, on n'a pas eu de baisse, on a même eu de la hausse. Et on a plein d'entreprises qui avaient besoin justement de numéros virtuels. On a, je sais pas, vente privée, on a même la sécurité sociale. Je veux dire, tous les mecs étaient en télétravail, donc ils avaient besoin d'un numéro. Même tous les médecins, on a donné beaucoup de numéros aux médecins parce que comme ça, ils pouvaient se créer un WhatsApp professionnel et le donner à leurs patients sans donner leur vrai numéro. Donc bien évidemment, et ça, on les a donnés gratuitement, on en a donné plein. Donc non, pour nous, ça a été bénéfique. Juste une petite question technique qui me vient comme ça à l'esprit. Si par exemple j'ai pas de data, si j'ai pas de Wi-Fi, si j'ai pas de 3G, 4G, non, ça fonctionnera pas. Nous, on n'est pas un vendeur de si j'ai par exemple la 2G qui me permet de recevoir des SMS ou d'envoyer des SMS normaux, traditionnels, là avec On-Off, ça marche pas. Ça marche pas. En fait, les appels, j'ai inventé un brevet qui permet de recevoir et d'émettre des appels sans aucune connexion Internet, et ça sera bientôt dans l'application. Donc ça marchera. Même si j'ai pas de data. Zéro Internet, appel entrant et sortant en multinuméro. Ça, c'est un brevet que j'ai réinventé. Et ça va bientôt arriver sur On-Off. Ouais, exactement. D'ici 1 mois ou 2, on est en train de faire la mise à jour. Alors la voix, oui, mais pas le SMS. Mais pas le SMS. D'où la complexité du transfert de SMS, etc. D'accord. Alors ça, c'est donc la première partie de l'entrepreneuriat tech de ma nouvelle vie. De Taïg Chris. Et puis depuis un moment, on discute ensemble. Hein, on a bu pas mal de café. Et c'est ça aussi qui est appréciable chez toi, c'est que tu es très ouvert, tu es toujours positif et surtout, tu aimes bien partager en fait tes idées. Bien sûr. Et puis que je challenge tout le temps. Exactement. Et depuis un moment, tu nous parles d'album. Exactement. C'est écrit sur ton joli suite. Et ça, c'est la nouveauté. Que tu as annoncé il y a quelques heures de manière publique. Et d'ailleurs, on est très heureux de te recevoir dans De Quoi Je Me Mêle parce que voilà, vous le découvrez quasi en avant-première, ce service. Album, donc, c'est ton nouveau challenge. C'est une nouvelle appli. Après On-Off, c'est Album. Exactement. Et c'est un grand challenge puisque j'essaye de créer un réseau social, enfin français et européen, et pas des moindres puisque c'est une application gratuite, téléchargeable sur l'Apple Store et le Google Store. Donc ça s'appelle Album au pluriel. Et j'ai pas réinventé la roue, mais j'ai pris un problème qui est assez universel, que j'ai essayé de mieux faire par rapport à ce qui existe. Globalement, nous avons tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones. On a envie de les partager, on a envie de les sauvegarder, on a envie de les sécuriser, on n'a pas envie de perdre la résolution de ces photos et vidéos, parce que c'est toute notre vie qui est sur notre téléphone. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outil optimal pour les envoyer à nos potes ou à notre famille. Alors, il y a des outils pour les sauvegarder sur le cloud. Voilà, mais si on a envie de le partager, tu as envie de partager un week-end au ski, et tu as envie de partager tes photos avec tes potes, aujourd'hui, tu les envoies globalement dans des groupes WhatsApp ou dans des groupes Telegram, etc. Après, l'iPhone permet du partage de photos. Bien sûr, mais c'est iPhone à iPhone. Mais ça marche bien. Exactement, ça marche bien, mais c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... On n'a pas réinventé la roue parce qu'il y a plein de solutions qui existent, mais il n'y en a pas une qui résout réellement le problème, où on ne réduit pas la qualité, qui fonctionne sur tous les devices, sur lequel on peut donner aussi un partage différent par personne. Donc nous, c'est tout simple. C'est le concept des groupes WhatsApp, mais au lieu que ce soit des groupes de conversation, c'est des albums collaboratifs. Donc là, tu te fais un album ski avec tes potes, un album pour tes parents, un album pour tes enfants, un album que pour toi. Et tu peux surtout... Déjà, c'est totalement sécurisé. Beaucoup plus, on démarre un processus de validation auprès de l'ANSSI pour avoir vraiment une sécurité optimale et avoir enfin le visa officiel de l'ANSSI. Donc ça veut dire que les photos qui seront sur ces albums ne pourront pas être piratées. Exactement. En gros, c'est ça, mais pour le coup, c'est même pas du marketing, puisqu'on démarre un vrai processus qui va prendre des mois et qui sera vraiment un des plus, pour qu'on puisse dire et réellement être une des applications les plus sécurisées au monde. Et un autre point qui est important avec Album, c'est qu'on peut donner des accès différents à chaque personne. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas partager de la même façon avec ma copine, avec mes potes, avec des fans, etc. Et donc là, sur Album, on peut donner un accès
temporaire à une personne, à un album. On peut donner un accès uniquement pour voir l'album, un accès pour poster dedans. On peut se commenter les photos les uns les autres. Et donc voilà, c'est tout bête. C'est des albums collaboratifs entre potes. Alors, c'est des albums collaboratifs parce qu'en fait, cette appli, elle a plusieurs fonctions, hein, c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit un réseau social français, mais ça fait un peu peur, non, de lancer un réseau social français. On voit que aujourd'hui, il y a eu pas mal de décès qui ont été des échecs. Hein. Ouais. C'est compliqué de lancer un réseau social aujourd'hui parce que extrêmement difficile. Twitter, Facebook, Snapchat, etc. Enfin voilà, il y a les grands qui arrivent et c'est compliqué aujourd'hui de les concurrencer. Donc c'est pour ça qu'en fait cette appli a plusieurs fonctions en fait. Mais même au-delà de ça, c'est plus un outil qu'un réseau social. Parce qu'un réseau social, ça veut dire avoir des followers, avoir des trucs comme ça. Là, on n'est pas là-dessus. C'est pour ça que Il n'y a pas de followers en fait. Il n'y a pas de followers. D'accord. On n'est plus sur un WhatsApp parce que en réalité, c'est juste un outil de te créer des albums collaboratifs entre potes et pouvoir les partager comme tu veux, avec qui tu veux. Si tu veux les partager avec personne, tu les partages avec personne. Tu te fais juste tes albums pour toi-même, tu peux même les cacher avec un mot de passe si tu en as envie, tu sécurises. Moi, j'avais plus de place, par exemple, dans mon iPhone. Je me suis créé un album avec 3000 vidéos et je les ai supprimées de mon iPhone simplement pour me libérer de la place. Mais c'est vrai que si je veux les partager à ma famille, à mes potes, c'est comme des groupes. Je donne un accès différent. Mais tu as raison. C'est simple d'utilisation. C'est simple d'utilisation, mais c'est la première version. Et justement, on a besoin des retours du public pour constamment améliorer cette expérience utilisateur et voir comment les gens l'utilisent. Et tu as raison que ça va être un énorme challenge pour se battre face au Google, etc. Mais moi, je suis un challenger et je tente. Et je vais me battre et je vais être vraiment à l'écoute du public pour constamment améliorer. Voilà, comme on peut voir là sur l'écran derrière nous, là on peut donner un accès restreint, collaboratif. On peut même donner un accès 5 minutes à l'album. Voilà. Et je pense que c'est indispensable de le faire parce qu'on est quand même dans un monde aujourd'hui où toute notre vie est gérée soit par des boîtes américaines, soit chinoise ou russe, mais on n'a rien en Europe. On parle beaucoup de la souveraineté des données, c'est quelque chose qui te... Alors, est-ce que c'est une tarte à la crème et tu te dis, finalement, voilà, je suis une appli française, c'est cool, en plus, je pourrais communiquer là-dessus. Non, parce qu'il y a un vrai sens, il y a un vrai sens là-dessus, derrière cette souveraineté des données. Moi, ça me choque. C'est-à-dire que je pense que nos politiques ont loupé le coche de la compréhension de l'importance d'un réseau social. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Trump, je ne suis pas du tout pro-Trump. Après, ce n'est pas les politiques qui doivent créer un réseau social. Bien sûr, mais c'est-à-dire que le système américain a tellement financé, motivé les entrepreneurs à créer ce genre de choses parce que en arrière de leur pensée, c'était que être propriétaire d'un réseau social qui détient toute la data du monde, c'est presque une puissance politique. Bien sûr. Et on l'a vu, le berceau qui est la Silicon Valley, c'est ça aussi. Exactement. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé avec Twitter, c'est quand même dingue qu'une boîte privée supprime la voix d'un président en exercice. Je suis pas du tout pro-Trump, mais psychologiquement, c'est quand même, philosophiquement, je veux dire, c'est quand même dingue. Donc, aujourd'hui, on a perdu la première guerre sur les réseaux sociaux. Moi, je lance une brique, pas sûr qu'elle va y arriver. En tout cas, je vais me battre comme un diable et j'ai besoin de l'aide de tout le monde pour y arriver. Et j'espère que ça va créer d'autres briques françaises et européennes pour créer nos propres réseaux sociaux. Les données d'albums sont stockées où ? Alors aujourd'hui, elles sont stockées sur les géants américains comme Amazon. Par contre, comme je l'ai dit, puisqu'on fait un système de chiffrement de bout en bout à travers l'ANSI, et les clés de cryptage, on aura la possibilité, une fois que ce sera terminé, de ne pas les mettre sur le cloud. Donc, les Américains pourront stocker tout ce qu'ils veulent. Techniquement, ils ne pourront jamais déchiffrer les données. D'accord. Donc ça sera un avantage. C'est justement une des valeurs que l'on a sur Album. Et ça, Amazon accepte ce type de deal, en fait. Ils peuvent stocker des données qu'ils n'arrivent pas en fait à... Bon, je sais pas, ils peuvent toujours changer leurs termes et conditions. Ouais. Si c'est le cas, on pourra partir sur un autre... voilà, et on a déjà aussi des serveurs sur OVH. Et un de nos coûts extrêmement importants, ça sera du stockage. Mais bien sûr. On peut stocker jusqu'à 30 téras de photos et vidéos dans l'album. Alors, c'est quoi le modèle économique, justement, de l'album ? Parce que c'est vrai que, comme tu le disais, si on a des gigas et des gigas de stockage... on va vendre du stockage. On va pas ça va être le modèle économique de l'album ? Un modèle, on en aura plusieurs. On ne va pas, en tout cas, donner 30 téras à tout le monde gratuitement, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais clairement, on va avoir besoin quand même d'un vrai partenaire de stockage
pour pouvoir. Donc l'idée, c'est de payer tous les mois quelques euros pour avoir quelques téras de stockage ou des gigas de stockage. Exactement. En fait. Ça, c'est un des modèles économiques. À l'image des autres services de cloud. Exactement. Le deuxième modèle économique, c'est clairement de pouvoir imprimer ses albums en version papier et les recevoir à la maison. On part au ski avec un groupe de potes, on se donne accès et on le reçoit tous à la maison. Et le troisième modèle économique, un jour, peut-être, si on a des millions d'utilisateurs, il y aura sûrement de la pub qui arrivera dans Album. Par contre, si on le fait, vu qu'on est un service de qualité, on offrira un peu comme un YouTube Premium, la possibilité pour certaines personnes, ou comme un Spotify, oui, de payer pour ne pas avoir de publicité. Voilà, vous voulez pas avoir de publicité, vous payez un peu tous les mois et vous n'avez jamais de pub. Voilà. Mais là, donc, cette première version est déjà téléchargeable. Hein. Exactement, sur l'Apple Store ou le Google Store. Et là, c'est gratuit pour l'instant. C'est gratuit. Le stockage, tout ça. Exactement, pour l'instant, totalement gratuit. Donc, vraiment, les gens... En fait, c'est presque un test grandeur nature que tu es en train de faire. C'est un test grandeur nature. Et le site internet, c'est album au pluriel. Et même quand on tape sur l'App Store, il faut vraiment mettre le pluriel. Donc, album au pluriel.app. D'accord. Donc, vraiment... je suis à l'écoute des feedbacks. C'est avec les feedbacks des gens que je vais pouvoir améliorer ce produit. Mon but, mon ambition est vraiment de créer une application totale pour manager, sauvegarder et partager les milliers de photos et vidéos qu'on a sur nos téléphones. Il t'a fallu combien de mois ou d'années pour développer Album ? Et cette idée, tu l'as eue quand et dans quelles circonstances, pour terminer ? Écoute, c'est assez drôle. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. C'est beaucoup de travail. On a une équipe assez importante de plus de 15 personnes aujourd'hui sur Album. Et donc, c'est une deuxième société. Donc, je me retrouve en plus CEO de boîtes à la fois, ce qui est pas simple. Mais j'ai eu cette idée parce que je voyais la puissance des boîtes comme Instagram qui prenaient sur le monde. Et je l'ai fait au début un peu comme un jeu, à essayer d'imaginer qu'est-ce que pourrait être l'Instagram de demain. Quelle est la réponse que je pourrais apporter Exactement. Donc le jeu a amené une idée, l'idée s'est améliorée, je l'ai challengé, j'ai fait du design. Tu sais que la mode aussi des réseaux sociaux, c'est de piquer les bonnes idées aux autres. Hein, tu as vu ? Oui. Alors là, c'est quand même pas mal. Facebook parce que qui copie Snapchat, Instagram qui a piqué. Enfin voilà. Et si on a du succès, évidemment, on risque de se faire copier. Après, on a quand même 2 ans d'avance parce qu'on a fait beaucoup d'allers-retours pour arriver à ce produit et j'espère que les gens vont aimer. Album avec un S. Exactement. Sur le Google Play Store et puis sur l'App Store. Voilà, et le site internet album.app. Et puis profitez-en, en ce moment, c'est gratuit. Donc vous pourrez justement, tester. là, on réfléchit pour que les 50 milliers premiers utilisateurs n'aient pas à payer le stockage. On est en train de réfléchir aujourd'hui, on va sûrement l'annoncer. C'est pas mal. Bon, j'ai eu de la chance, alors je me suis inscrit il y a quelques jours. Exactement. Tout va bien. Taïg, on te souhaite évidemment plein de réussite dans ce nouveau projet. Merci d'avoir été avec nous dans De quoi je me mêle. Un grand plaisir. Et bien voilà, partagez. Ce De quoi je me mêle est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook aussi qui vous attend. Et puis peut-être qu'on se retrouvera sur Album. Tiens, on va essayer. À très bientôt et merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.